Lorsque le grec réapparaît, le moine donne de tels coups de bâton sur une pierre que nous sommes en un instant accroupis au fond des pirogues. Nous reprenons notre navigation et je comprends la cause du courroux de Fray Pedro devant le retard du mineur. Maintenant, le cours d'eau se rétrécit de plus en plus entre des rives inabordables, sorte de hautes falaises noires qui annoncent des paysages différents. Et tout à coup, le courant nous jette par le travers d'un fleuve jaune qui descend, coupé de rapides et de remous vers le grand fleuve auquel il apporte la masse des torrents d'un versant tout entier des grands plateaux. La poussée des eaux s'augmente dangereusement aujourd'hui, du poids de pluie tombée quelque part. Jouant le rôle de guide, Fray Pedro, un pied sur chaque plat-bord, dirige les canots avec son bâton. Mais la résistance est terrible, et la nuit tombe sur nous sans que nous ayons réussi à nous éloigner de l'endroit le plus dangereux. Un désordre indescriptible éclate dans le ciel à l'improviste. Un vent froid soulève des vagues terribles. Les arbres jettent des tourbillons de feuilles mortes, un appel d'air se forme, et sur la forêt rugissante éclate la tourmente. Tout semble submergé sous un vert incendie. La foudre frappe sans cesse ses grands coups de marteau. Un éclair n'a pas fini d'illuminer l'horizon qu'un autre lui succède en face, dessinant des crochets qui s'enfoncent derrière des monts réapparus. La clarté clignotante venue des côtés, de devant, de derrière, délimitée parfois par la silhouette ténébreuse d'îles dont les arbres enchevêtrés se dressent sur les eaux bouillonnantes. Cette lueur de cataclysme, cette pluie d'aréolites m'effraie soudain devant la proximité des obstacles, la fureur du courant, les multiples périls. Aucun salut n'existe pour celui qui tomberait dans le tumulte qui frappe, soulève, secoue notre barque. Affolé, incapable de vaincre ma terreur, j'étreins Rosario, cherchant la chaleur de son corps, non plus dans un geste d'amant, mais d'enfant qui se pend au cou de sa mère. Je me laisse tomber au fond de la pirogue, je plonge mon visage dans ses cheveux pour ne pas voir ce qui arrive et me soustraire aux furies d'alentour. Mais il est difficile de les oublier avec le demi en pente d'eau tiède qui commence à clapoter dans le canot, de la poupe à la proue. L'équilibre des barques à peine assuré, nous allons de rapide en rapide, piquant du nez dans les entonnoirs, grimpant sur des roches arrondies, bondissant, louvoyant vertigineusement pour prendre une chute de côté, toujours au fond de l'abîme, entourés d'écume sur ces embarcations torturées qui grincent sur toute la longueur de leurs quilles. Pour comble, la pluie se met à tomber. La terreur grandit à mes regards, la silhouette du capucin dont la barbe se détache en noir sur la lueur des éclairs. Il ne dirige plus le canot, il prie. Les dents serrées protégeant ma tête comme on le fait pour le crâne d'un nouveau-né, Rosario fait preuve d'une surprenante fermeté. À plat ventre sur le plancher, l'Adelantado saisit nos Indiens par leur ceinture pour empêcher qu'une vague ne les jette par-dessus bord. Ils pourront ainsi continuer à nous défendre avec leurs rames. La lutte terrible se poursuit un temps que mon angoisse rend interminable. Je comprends que le danger a disparu quand Fray Pedro se dresse de nouveau à la proue, les pieds fermes sur les plabords. L'orage s'éloigne avec la foudre aussi vite qu'il est venu. L'écho prolongé d'un coup de tonnerre couronne de son accord la terrifiante symphonie de ses colères, et la nuit s'emplit de crapauds qui chantent leur joie sur toutes les berges. Déridant sa surface, le fleuve poursuit sa route vers l'océan lointain. Épuisé par la tension nerveuse, je m'endors sur le sein de Rosario. Mais peu après, le canot repose sur un lit de sable, et me voyant à nouveau sur la terre ferme, où Fray Pedro saute avec un « grâce à Dieu » sur les lèvres, je comprends que j'ai subi la seconde épreuve. Mercredi 20 juin.
Après un sommeil qui dura plusieurs heures, je pris une cruche et bus longuement l'eau qu'elle contenait. Je vis en la déposant qu'elle était au niveau de mon visage et je compris, bien que je fusse mal réveillé, que j'étais étendu par terre sur une mince natte de paille. Ça sentait la fumée d'un feu de bois. Il y avait un toit au-dessus de ma tête. Je me rappelais alors le débarquement dans une crique, la marche vers le village indien, la sensation d'épuisement et de froid qui avait incité l'Adelantado à me faire avaler quelques gorgées d'une eau de vie terriblement corsée. On l'appelle ici estomac de feu, qu'il ne buvait qu'en guise de médicament. Derrière moi, plusieurs indiennes faisaient des galettes de cassave. Elles avaient les seins nus, le sexe à peine dissimulé sous un pagne blanc, retenu à la taille par un cordon passé entre les fesses. Aux murs en feuilles de palmier pendaient des arcs et des flèches pour la pêche et la chasse, des sarbacanes, des carquois munis de dards empoisonnés, des calebasses remplies de curares et des palettes en forme de glace à main qui servaient, comme je l'appris plus tard, pour mettre à macérer une graine dispensatrice d'ivresse, dont on aspirait la poudre par des canutes fabriquées avec des sternums d'oiseaux. Face à l'entrée, entre des branches entrecroisées, 3 grands poissons d'un rouge violacé grillaient sur une couche de braise. Nos hamacs mis à sécher me rappelèrent la raison pour laquelle nous avions dormi par terre. Le corps un peu endolori, je sortis de la case. Je regardais et m'arrêtais stupéfait en proférant des exclamations qui étaient impuissantes à exprimer mon étonnement. Là-bas, derrière les arbres gigantesques, se dressaient des masses de rochers noirs, énormes, massives, aux flancs verticaux comme élevés au fil à plomb. Présence réelle de monuments fabuleux. Ma mémoire devait évoquer le monde de Bosch, les babels imaginaires des peintres du fantastique, des illustrateurs les plus hallucinés de tentations de saints, pour trouver quelque chose de semblable à ce que je contemplais. Même quand je trouvais une analogie, je devais aussitôt y renoncer à cause des proportions. Ce que j'avais devant moi était une espèce de ville de titans, aux constructions multiples et espacées, avec des escaliers cyclopéens, des mausolées qui disparaissaient dans les nuages, d'immenses esplanades dominées par des forteresses étranges en obsidienne, sans créneaux ni meurtrières qu'on eût dit destinées à défendre l'entrée d'un royaume interdit à l'homme. Et au-delà, sur un fond de Cyrus, se dessinait la capitale des formes. Une incroyable cathédrale gothique, d'1 000 de hauteur, avec ses 2 tours, sa nef, son abside et ses arcs-boutants, dressée sur un roc conique fait d'une matière étrange, parcouru de sombres irisations de houille. Les clochers étaient balayés par des brumes épaisses qui tourbillonnaient quand les brisaient les tranchants du granit. Les proportions de ces formes couronnées de terrasses vertigineuses, flanquées de tuyaux d'orgue, avaient un aspect si irréel, demeures de dieux, trônes et gradins destinés à la célébration de quelque jugement dernier, que l'esprit saisi ne cherchait pas le moindrement à interpréter cette déconcertante architecture tellurique et acceptait sans raisonner sa beauté verticale et inexorable. Le soleil mettait à présent des reflets de mercure sur ce temple impossible qui semblait beaucoup plus suspendu dans le ciel qu'enraciné au sol. Sur des plans évanescents qui se définissaient par les volumes d'ombre dont leurs détails étaient enveloppés, on apercevait d'autres formes de la même famille géologique. De leurs bords descendaient des cascades 100 fois rebondissantes qui finissaient par se répandre en pluie.
avant d'arriver à la cime des arbres. Accablé presque sous une telle grandeur, je me résignai au bout d'un moment à reporter mes yeux au niveau de ma personne. Plusieurs cases bordaient un étang d'eau noire. Un enfant m'aborda, mal assuré sur ses jambes, et me montra un minuscule bracelet en pivoine. Du côté où couraient de grands oiseaux noirs, à bec orangé, apparurent des Indiens avec des poissons enfourchés sur un bâton par les ouïes. Plus loin, des mères de famille tissaient, leurs marmots suspendus au sein. Au pied d'un grand arbre, Rosario lavait mon linge, entouré de vieilles femmes qui pilaient des tubercules laiteux. Avec sa façon de s'agenouiller près de l'eau, les cheveux défaits et un os à la main en guise de frottoir, sa silhouette prenait un aspect ancestral qui la rapprochait beaucoup plus des femmes d'ici que de celles qui avaient contribué par leur sang au cours des générations à éclaircir son teint. Je compris pourquoi celle qui était maintenant ma maîtresse m'avait donné une telle impression de race, le jour où je l'avais vue revenir de la mort au bord d'une route élevée. Son mystère émanait d'un monde révolu dont la lumière et l'époque ne m'étaient pas connues. Autour de moi, chacun s'adonnait à ses occupations, réalisant en paix et d'un commun accord les tâches qu'imposait une vie soumise aux rythmes primordiaux. Ces Indiens que j'avais toujours vus à travers des récits plus ou moins fantaisistes, tels des êtres placés en marge de la vie, me paraissaient dans leur milieu parfaitement maîtres de leur culture. Rien ne leur était plus étranger que la conception absurde du sauvage. Leur méconnaissance évidente des choses qui étaient pour moi essentielles et nécessaires était bien loin de leur donner un caractère primitif. La souveraine précision avec laquelle celui-ci perçait de flèches les poissons de l'étang, la belle prestance de danseur de cet autre quand il embouchait la sarbacane, la technique disciplinée du groupe d'hommes qui recouvrait de fibres végétales la charpente d'une case commune me révélaient la présence d'un être humain passé maître dans tous les métiers auxquels l'obligeait le théâtre de son existence. Sous l'autorité d'un vieillard ridé des pieds à la tête, des jeunes gens s'exerçaient avec une sévère discipline au maniement de l'arc. Les mâles faisaient jouer leurs dorsaux puissants, sculptés par l'habitude de la rame. Les femmes avaient des ventres faits pour la maternité avec de fortes hanches qui encadraient un pubis large et élevé. Les nez aquilins, les chevelures épaisses donnaient au profil une singulière noblesse. Par ailleurs, le développement des corps s'était accompli en fonction de l'utilité. Les doigts, instruments faits pour saisir, étaient rudes et forts. Les jambes, instruments faits pour marcher, avaient des chevilles solides. Il n'y avait pas ici, en tout cas, de 20 métiers comme ceux que j'avais exercés tant d'années. Tout à ces pensées, je me dirigeai vers Rosario lorsque l'Adelantado apparut sur le seuil d'une case, m'interpellant joyeusement. Il venait de trouver ce que je cherchais dans ce voyage et qui était le but de ma mission. Là, par terre, près d'une sorte de fourneau, il y avait les instruments musicaux que l'on m'avait demandé de réunir au commencement du mois. Avec l'émotion du pèlerin qui obtient la relique pour laquelle il a parcouru à pied 20 pays étrangers, je mis la main sur le cylindre ornementé au feu, à poignée en forme de croix, qui signalait le passage du bâton de rythme au tambour le plus primitif. Je vis ensuite la calebasse rituelle traversée par une branche emplumée, les trompes en cornes de chevreuil, les cerceaux à grelots d'ornement et le bussin en terre cuite pour appeler les pêcheurs égarés dans les marais. On voyait là les jeux de flûte de Pan dans leur état primordial d'ancêtres de l'orgue. Et l'on voyait surtout
empreinte de cette désagréable gravité que revêt tout ce qui touche la mort de près, la jarre au son rauque et sinistre, à résonance sépulcrale, avec ses deux becs sur les côtés tels que l'a représenté le livre où on la décrivait pour la première fois. Quand j'eus achevé les échanges qui me mirent en possession de cet arsenal de choses créées par le plus noble instinct de l'homme, j'eus l'impression de pénétrer dans une nouvelle phase de ma vie. Ma mission était terminée. En 15 jours justes, j'avais atteint mon but de fort louable façon. Dans ma fierté, je caressais avec délice les trophées du devoir accompli. La trouvaille de la jarre sonore, pièce magnifique, était le premier acte exceptionnel, mémorable, qui se fût inscrit jusque-là dans ma vie. L'objet prenait dans mon amour-propre d'énormes proportions. Il était lié à mon destin, il abolissait en cet instant la distance qui me séparait de celui qui m'avait confié cette tâche, qui pensait peut-être à moi à présent, tout en soupesant un instrument primitif d'un geste semblable au mien. Je demeurai silencieux un temps que la joie intérieure libéra de toute mesure. Quand je repris conscience de son écoulement, dans un geste de dormeur qui étire ses bras tout en ouvrant les yeux, j'eus l'impression que quelque chose en moi avait mûri énormément et se manifestait sous la forme singulière d'un grand contrepoint de palestrine qui résonnait dans ma tête avec la majesté de toutes ses voix.